Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'œil d'Assas vous présente l'Iris, une série de documentaires politiques réalisés par Tristan Lombard. Le premier épisode décrypte la mouvance autonome et le phénomène Black Bloc afin de vous offrir un nouveau regard sur le sujet. Qu'est-ce que l'autonomie? C'est une idéologie complexe avec de multiples tendances qui est apparue dans les années 70 en Italie. Selon le site La Langue française, c'est un courant politique de gauche se réclamant de la lutte pour l'autonomie par rapport au capitalisme, à l'État et aux syndicats. Aujourd'hui, les groupes autonomes se situent à un niveau de violence plus faible qu'au XXe siècle, même si leurs actions offensives sont toujours relayées par les médias, en particulier lors des manifestations. Plus qu'un mouvement, les autonomes forment une mouvance, un réseau informel traversé par de nombreuses divergences et dont les membres ne partagent aucun corpus idéologique figé en dehors de leurs aspirations libertaires. Les autonomes voient généralement la violence comme la seule réponse possible face à la violence originelle de l'État. L'objectif principal de ces violences est de rendre apparent aux yeux de tous la guerre invisible qui est en cours selon eux dans nos sociétés. C'est pour cela que la mouvance autonome est liée de près à la pratique du Black Bloc afin de générer un maximum de désordre possible lors d'un temps voulu. Peu étudiés car peu accessibles, les autonomes restent un objet politique mal identifié par le grand public, mais aussi par les chercheurs. Tout se passe d'ailleurs comme si leur présence accrue dans les mobilisations de ces dernières années, les ZAD, les actes des Gilets jaunes ou encore dans les cortèges de tête, contribuaient dans le même temps à les méconnaître. Ils sont décrits par les médias comme l'ultra-gauche, les zadistes, les antifas ou les black blocs, des termes forts qui ne disent pas grand-chose de ces militants, de leur parcours, de leur motivation et de leurs pratiques. Ainsi, essayons d'y voir plus clair sur cette mouvance en retraçant son histoire. Le mouvement émerge d'abord dans les idées, avec différentes revues italiennes ouvrières, critiques des syndicats, les décrivant comme des institutions bureaucratisées. Ces revues valorisent aussi la créativité ouvrière et la défense de l'auto-organisation. Voici donc ce qui fera les premières bases théoriques de l'autonomie. Ces idées vont se développer dans les années 60 en Italie, dans un contexte de conflictualité sans pareil en Europe. Un gouvernement qui organise une répression brutale contre les étudiants et les ouvriers et va donc favoriser le contexte de la jonction entre plusieurs collectifs autonomes. Le choix de la part du Parti communiste italien d'un compromis historique avec la droite chrétienne coïncide avec l'évolution des premiers groupes clandestins autonomes vers la lutte armée. Les émeutes urbaines vont donc devenir fréquentes, tout comme les occupations de logements et les opérations de sabotage. Plusieurs militants tués par la police lors de manifestations va avoir pour conséquence de faire entrer les groupes autonomes dans un degré supérieur de violence. Finalement, l'État italien l'emporta sur ces différents groupes, probablement constitués à l'époque d'environ 100 000 personnes, chiffre qui à partir de 1979 baissa sous l'effet de la répression. Le mouvement va principalement se propager à la France et à l'Allemagne. Dans l'Hexagone, il se nourrit à la fois de mai 68, de la contre-culture et de la jeunesse étudiante. Comme en Italie, les modes d'action autonomes passent aussi bien par les squats, les pratiques communautaires et l'action offensive. La taille de ces groupes reste en France très faible, avec à l'époque environ 2000 personnes engagées dans les différentes actions. En France, dans les années 90, la mouvance autonome est visible dans les différents groupes antifascistes, notamment le SCALP, et dans les différents mouvements sociaux. Depuis cette date, les autonomes se sont greffés à de multiples mobilisations, comme les contre-sommets altermondialistes, les Gilets jaunes ou encore plus récemment contre la réforme des retraites. La tactique du Black Bloc se reflétant comme le plus spectaculaire de leur participation. Grâce à mes investigations, j'ai réussi à rencontrer et interviewer un militant étant proche de cette mouvance. J'ai pu le questionner autour de ce contre quoi il lutte, de quelle manière le fait-il, mais aussi sur la situation actuelle. Cette interview se fait bien évidemment à visage flouté et à voix modifiée pour préserver l'anonymat de cette personne qui m'a accordé sa confiance. Dans les grandes lignes, ce serait de organiser la lutte sociale en dehors de tout cadre hiérarchisé de partis ou d'organisations à grande échelle ou de syndicats. Moi je me dirais gauchiste autonome à la limite, mais j'ai pas de temps à perdre à vouloir avoir une position hyper claire sur des trucs post-révolution qui sont très loin de se poser maintenant. Et puis, je pense que sur une période de temps, il faut mieux penser à des tactiques révolutionnaires, des stratégies révolutionnaires maintenant, voir comment on change les choses maintenant et on verra après le jour où on aura dégagé le pouvoir, on aura le temps de se prendre la tête entre sous le courant de l'anarchisme, sous le courant de tel, sous le courant.
commencé la politique très jeune. J'ai commencé à être militant vers peut-être 17 ans. D'abord dans des associations et des organisations officielles, réformistes et locales. Ok. Et ensuite, quand j'ai pris conscience du problème climatique et avec la crise du Covid, je me suis un peu radicalisé. On cogite le capitalisme, le changement climatique, l'exploitation animale, les oppressions, tout ce qui rend la vie des humains et des êtres sensients sur Terre mauvaise, ce qui participe à créer de la souffrance chez les gens. De diverses manières. Alors, quelle est la bonne manière? Je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule. Personnellement, je suis pas trop. Je suis assez pour le fait qu'il y ait différentes tactiques différentes qui soient testées, parce que je suis pas sûr que mes méthodes soient les bonnes et je suis content que d'autres gens fassent par à côté. Après, je pense que le seul truc qui paye aujourd'hui, c'est le rapport de force. La seule chose qui peut payer avec le pouvoir actuel, c'est le rapport de force. Je vais prendre l'exemple de la lutte climatique. Ça fait 40 ou 50 ans qu'on connaît l'existence du changement climatique, qu'il y a des sittings, des manifs pacifistes, des émissions pour sensibiliser à la question climatique qui existent, et ça n'a mené strictement à rien. Donc je pense que la seule chose qui a des chances de payer, c'est le rapport de force. Le changement climatique va probablement faire un minima des centaines de millions de morts, probablement plus. Il va absolument certainement changer drastiquement la vie de tous les êtres humains sur Terre. Ça, c'est une violence qui est infiniment plus grande que n'importe quel pavé balancé en manif ou que n'importe quelle poubelle cramée. Et si on est vraiment contre la violence, en fait, on devrait être prêt à avoir recours à des modes entre guillemets faibles de violence maintenant pour éviter ça, plutôt que par dogmatisme pacifique, être prêt à accepter ce qui arrive, parce qu'on est pas foutu d'avoir la moindre action un peu conflictuelle. On a un État qui méprise tout type d'action. On a des militants climat par exemple qui se font casser la gueule quand ils font des sittings, qui se font exploser de gaz lacrymogène quand ils font des sittings, et il ne faut pas s'étonner derrière que les gens aient recours à des actions plus radicales. Et en fait, militer, c'est agir, je pense que militer, c'est agir rationnellement dans le but d'obtenir un objectif sur le monde. Et il n'y a aucun intérêt à continuer des méthodes qui n'ont aucun impact en fait. C'est pas du militantisme de continuer à faire les mêmes trucs qui marchent pas. Et enfin, j'aimerais qu'on parle un peu de la violence, parce qu'on parle d'ultra-violence et d'exaction quand des militants pètent une vitrine, alors que c'est juste genre des dégradations matérielles. Et derrière, moi la vraie ultra-violence que j'ai vue en manif, parce que j'en ai vu, c'est des potes en sang au sol, c'est des mecs qui convulsent parce qu'ils sont pris un coup sur la tête après une charge policière. C'est les yeux crevés bleus pendant les gilets jaunes, et malheureusement maintenant aussi pendant le mouvement des retraites. C'est des tirs de grenades à hauteur de tête, c'est des gens qui hurlent puisqu'ils ont été blessés, qui hurlent au sol. Elle est là la vraie ultra-violence, et le terme violence il a un sens. Moi je veux bien qu'on qualifie les casseurs de qu'on dise qu'ils font du vandalisme, je veux bien qu'on critique la casse d'ailleurs, j'ai aucun problème avec ça. C'est un sujet dont on peut avoir un avis différent, mais parler d'ultra-violence pour des vitrines, je trouve que c'est en plus essentiellement de la casse assez ciblée en plus. J'ai rarement vu je me désolidarise de personne, mais j'ai compris les gens qui vont plus loin. Mais en général, en vrai, la casse en manif, en tout cas à Paris, c'est quoi? C'est les affichages publicitaires et les 2-3 vitrines de banque. C'est pas des exactions, c'est pas ça que ça veut dire exaction, c'est pas de l'ultra-violence. Ainsi, le mouvement autonome est caractéristique dans les manifestations de par son utilisation de la technique du Black Bloc. Je vais donc revenir sur l'histoire de cette méthode de manifestation et son fonctionnement. Le phénomène Black Bloc constitue, selon le ministère de l'Intérieur français, un avatar de l'ultra-gauche mouvance anarcho-autonome. Pour une définition plus complète, il s'agit de regroupements ponctuels d'individus ou de groupes affinitaires constitués le temps d'une manifestation. Aujourd'hui, c'est un phénomène populaire dans les médias, avec des chaînes qui passent de manière récurrente les images de violence des différentes manifestations. Des journalistes qui utilisent des termes comme Black Blocs pour décrire les manifestants du cortège de tête de manière générale, terme erroné car le Black Bloc ne renvoie à aucun groupe réel en dehors d'une manifestation. Le Black Bloc ne se rattache à aucun parti, aucun syndicat et n'a en soi aucune existence légale. Il résulte de la réunion éphémère d'acteurs politiques issus de rangs de l'extrême gauche ayant pour revendication partagée l'anticapitalisme ou l'antifascisme. Berlin-Ouest, début des années 80.
vitrine du capitalisme européen supervisé par les États-Unis qui vont en faire un modèle de liberté et de démocratie. Pourtant, la jeunesse allemande et berlinoise en particulier a des poussées rebelles et révolutionnaires contre ce même capitalisme et elle manifeste régulièrement contre l'impérialisme américain. Une contre-société s'organise alors. Se développe une frange de squatteurs à une époque où le phénomène est marginal ailleurs. 178 immeubles sont donc occupés au début des années 80, ce qui fait un peu tâche pour cette vitrine de l'américanisation à l'étranger. Ainsi, ces immeubles sont régulièrement la cible d'interventions policières où entre 3000 et 10 000 manifestants pouvaient se joindre rapidement. C'est là que certains, dans un souci d'anonymisation, se sont mis à s'habiller en noir. Soudés et solidaires, ils se mettaient en première ligne contre les forces de l'ordre. La police berlinoise a donc donné un nom à cette pratique, le Schwarzer Block, littéralement le bloc noir. Progressivement, cette tactique se répand dans toute l'Allemagne, puis quelques années après, outre-Atlantique. C'est en 1991 que naît le premier bloc noir en dehors de l'Allemagne, à Washington lors d'une mobilisation contre la guerre du Golfe. Sa médiatisation va apparaître en 1999 lorsqu'un sommet international est écourté pour la première fois à cause de manifestations massives tournant à l'insurrection. Le monde entier va donc pour la première fois voir des images du Black Bloc lors de ce qu'on appellera la bataille de Seattle. Les forces de police vont être dépassées et le maire de la ville va mettre en place un couvre-feu ainsi qu'un décret d'état d'urgence. En France, les débordements ont toujours existé lors des manifestations, notamment en 2006 lors des mobilisations contre le contrat de première embauche CPE. Cependant, aucun manifestant ne s'anonymisait ou employait la technique du Black Bloc. Le phénomène va arriver en 2009 lors du sommet de l'OTAN à Strasbourg, ville limitrophe du pays historique du Schwarzer Block. Une contre-manifestation altermondialiste est organisée, mais la présence d'un Black Bloc d'environ 2000 personnes va faire de Strasbourg le théâtre d'affrontements extrêmement violents. Pour la première fois, ce mode d'action est utilisé dans l'Hexagone et il fera des dégâts matériels extrêmement importants et dont les images tourneront dans tous les JT. C'est à partir de 2016 que le Black Bloc va prendre place en tête de toutes les grandes manifestations. Une contestation contre la loi travail El Khomri qui va répandre la tactique offensive dans presque toutes les grandes villes de France. Naissance donc du cortège de tête, invention française, qui est encore toujours actif aujourd'hui lors des manifestations contre la réforme des retraites. Les participants du Black Bloc ont des dénominateurs communs qui leur donnent la possibilité d'agir ensemble. Leur ressemblance physique est la couleur noire et le visage couvert. De plus, ils refusent les hiérarchies et les figures de leader. C'est-à-dire, n'importe quel manifestant révolutionnaire peut rejoindre le bloc juste pour le temps d'une manifestation. Pour eux, ce mode d'action n'a pas aspiration à renverser le système en place, mais plus, comme je l'ai dit, à exprimer leur colère face à un système qu'ils rejettent. L'équipement des manifestants présents dans le bloc noir est variable. Tout d'abord, un équipement défensif est capable de les anonymiser. Le kawaii noir, les lunettes de piscine et les masques pour se protéger des gaz lacrymogènes. Équipement qu'ils cachent avant le début de la manifestation en prenant soin d'éviter les différents contrôles de police. Ces personnes évitent aussi de prendre leur téléphone portable car des capteurs utilisés par les policiers permettent de récupérer tous les numéros dans une zone donnée. Pour l'armement offensif, au-delà des pierres et des bouteilles en verre, des armes par destination sont cachées au préalable sur le parcours. Des mortiers d'artifice et dans de plus rares cas, des cocktails Molotov disposés dans les poubelles de halls d'immeubles où ils entrent grâce aux clés de facteur. Dans le cadre d'un Black Bloc, il s'agit essentiellement pour ses membres de marquer l'ennemi au fer rouge, autrement dit de commettre des actes offensifs sur des cibles politiques, symboles de l'état de classe, comme les commissariats ou les véhicules de force de l'ordre. Les modes de production capitalistes sont aussi visés, les banques, les boutiques de luxe ou les assurances. Les forces de l'ordre sont aussi des cibles, car elles sont pour les manifestants radicaux les défenseurs de décideurs politiques et du capitalisme en général. C'est aussi, selon eux, une réponse aux violences sociales, policières ou encore environnementales orchestrées par les gouvernants. Le militant précédemment interviewé a accepté de m'en parler rapidement. C'est juste naturellement, de manière plus ou moins spontanée, les gens se mettent devant, et puis les gens commencent à y avoir des gens habillés en noir devant, et les gens viennent. Il y a des gens qui sont pas habillés en noir qui viennent pour soutenir, ou pour... En vrai, tout le monde peut venir. Il faut faire attention si on est néo-militant. Mais c'est juste de manière spontanée, tous les gens qui utilisent ce type d'action vont se retrouver petit à petit devant et le bloc va se former tout seul. Mais c'est pas du tout, il n'y a aucune directive ou quoi que ce soit. Voilà, là il y a des gros risques. Même en fait ce qu'on fait,
dès lors qu'on est devant, en vrai, il y a des gros risques. Déjà le risque d'être mutilé, le risque d'être blessé, le risque de se faire casser la gueule en garde à vue, et le risque d'avoir des grosses poursuites judiciaires avec les mensonges de la police. Donc en fait, dès lors qu'on n'est pas dès lors qu'on manifeste en dehors du carré syndical, il y a des risques en fait. Je trouve qu'il y a assez insupportable aussi dans le discours médiatique, c'est qu'il y a toujours une bonne raison et une bonne justification aux violences de la police. On va toujours trouver une... En fait, ils partent du présupposé qui est que la police défend leurs intérêts, et à partir de ce présupposé-là, ils arrivent à la conclusion que la police défend l'intérêt de la population. C'est juste un raisonnement circulaire. Et pour les manifestants, il n'y a jamais de réflexion sur comment est-ce que des jeunes ou des moins jeunes, mais des voisins, nos camarades de classe et tout, ils se retrouvent à avoir ce mode d'action. Pourquoi est-ce que des gens qui ne sont pas des monstres à la base se retrouvent à avoir ce mode d'action? Déjà, le premier problème, pour moi, la police, c'est problématique bien avant de nous frapper sur la gueule. Le simple fait qu'elle aille débloquer les lycées, le simple fait en fait, qu'elle soit un outil de lutte contre le mouvement social, c'est déjà une raison de lutter contre la police, en soi. Parce que c'est en fait, son rôle de base, qui est un rôle de maintenir par la force le système actuel, c'est déjà un rôle problématique. Au-delà de ça, aujourd'hui, il y a un recours à la violence qui est systématique et matraquant. Concrètement, c'est de la pure répression. Je les ai vus arrêter des groupes de jeunes dans la rue de manière complètement random. Tous mes potes qui ont été arrêtés récemment, moi je suis pas trop mal tiré, mais tous mes potes qui ont... Je sais pas, même quand j'ai été arrêté, j'avais été arrêté il y a quelques temps, c'est des menaces de violence physique, c'est des menaces de me casser la gueule, c'est des insultes, c'est des menaces de répression judiciaire. Dès qu'il n'y a pas de caméra pour filmer, on se fait casser la gueule. C'est là où j'en veux le plus aux policiers, c'est le zèle qu'ils y mettent. Je veux bien entendre l'argument de oui, ils ont pas choisi d'obéir aux ordres, mais quand ils donnent un coup de matraque, ils l'ont choisi ce coup de matraque. Enfin, ils y mettent un zèle et pour moi ça justifie d'autant plus la défense de la part des manifestants. J'aimerais bien qu'on arrête de parler de violence policière au pluriel ou encore pire de bavure, parce que c'est vraiment pas le cas. Je pense que c'est une vraie stratégie de terrorisation par l'État et avec des gens qui, à mon avis, eux sont de vrais fans d'ultra-violence, pour reprendre des termes qui sont souvent utilisés pour parler des gens du bloc, qui eux sont très contents qu'on les autorise à casser des gueules. Se vantent d'avoir cassé des gueules. Moi, autour de moi, tous les gens qui se sont battus avec des flics ne s'en vendent pas, et même souvent ont de la compassion, considèrent le faire par pure nécessité pour un monde meilleur. C'est l'État qui décide du niveau de violence des manifestants, plus nous aussi on devra taper fort, et ça me fait pas plaisir. Moi j'ai même allé plus loin, j'ai pas de haine individuelle contre les policiers, et quelques fois où j'ai vu des policiers se faire blesser, ça m'a fait de la peine personnellement pour eux, mais en fait il n'y a pas le choix. À un moment il y a un mec armé qui fonce dessus, et j'ai pas de... Je pense que ça se défend tout à fait de repousser ces gens-là avec les moyens qui sont dans les mains des manifestants. Le cortège de tête des dernières manifestations intersyndicales est encore le théâtre d'affrontements violents entre manifestants radicaux et les forces de l'ordre. Deux camps qui ont pour tactique d'impacter les adversaires afin de les mettre en difficulté et de les faire reculer. Lors d'une interview que j'avais faite avec Jean-Paul Nascimento, responsable CRS du syndicat UNSA Police, il avait confirmé mes propos sur la dernière stratégie de maintien de l'ordre. Il y a deux choses qu'il faut noter, c'est qu'il y a le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre public. Donc hier soir par exemple, place de la République, on est parti sur du maintien de l'ordre et on a basculé en rétablissement de l'ordre public. Donc voilà, c'est ces deux choses-là que les compagnies républicaines de sécurité et les gendarmes mobiles savent faire. C'est pour ça qu'on est formé. Voilà. Après, voilà, et les violences ne s'exercent pas lors du maintien de l'ordre, mais elles s'exercent plutôt dans le rétablissement de l'ordre public. Donc en fait là, ce qu'ils veulent aller dans le cortège de tête, c'est ce qu'on va appeler les Black Blocs, c'est ce que vous voulez, je suppose, savoir, oui. C'est ça. Donc ils essayent de pénétrer le front de la manifestation, donc automatiquement les ordres qui sont actuellement maintenant donnés, c'est de vraiment venir les impacter directement. J'espère que ce reportage vous a permis d'y voir plus clair sur la mouvance autonome et sur le phénomène Black Bloc. Cependant, cette technique est de plus en plus contestée au sein même des autonomes, allant jusqu'à remettre en question son efficacité. Pour beaucoup, elle a perdu son atout majeur, l'imprévisibilité. Ainsi, les autonomes vont-ils abandonner cette forme de contestation ou vont-ils monter d'un cran dans la radicalité ?
Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très prochainement pour l'épisode 2 de la série L'Iris, où on s'intéressera à une autre branche radicale de l'éventail politique français. Pour plus d'actualités, allez nous suivre sur notre compte Instagram et à très bientôt.